Le magicien d'Oz, chapitre 11. La merveilleuse cité d'émeraude du magicien d'Oz. Même en ayant les yeux protégés par les lunettes vertes au début, Dorothée et ses amis furent éblouis par l'éclat de la merveilleuse cité. Le long des rues s'alignaient de belles maisons, toutes en marbre vert et serties de scintillantes émeraudes. Le trottoir sur lequel ils marchaient était du même marbre vert et l'espace entre les pavés était comblé par des émeraudes disposées en rang serré qui brillaient de mille feux à la lumière du soleil. Les carreaux des fenêtres étaient en verre de couleur verte. Au-dessus de la cité, même le ciel avait une teinte verte et les rayons du soleil étaient verts. Il y avait beaucoup de monde dans les rues, des hommes, des femmes et des enfants, et tous arboraient un teint verdâtre et des habits verts. Ils regardaient Dorothée et le drôle d'assemblage que formaient ses compagnons avec des yeux emplis d'étonnement, et tous les enfants couraient se cacher derrière leur mère à la vue du lion. Mais personne ne vint leur adresser la parole. Il y avait aussi beaucoup de magasins, et Dorothée découvrit que tout ce qu'ils proposaient était vert. On vendait des bonbons verts, et du maïs vert, et aussi des chaussures vertes, des chapeaux verts, et toutes sortes d'habits verts. À un endroit, un homme vendait de la limonade verte, et quand des enfants lui en achetèrent, Dorothée les vit payer avec des sous verts. Il ne semblait pas y avoir de chevaux ni d'autres animaux. Les hommes transportaient les choses dans de petites carrioles vertes qu'ils poussaient devant eux. Tout le monde avait l'air heureux, satisfait et prospère. Le gardien des portes les guida par la rue jusqu'à un grand édifice qui était situé exactement au milieu de la cité. C'était le palais d'Oz, le grand magicien. Un soldat, vêtu de vert et portant une longue barbe verte, se tenait devant la porte. « Voici des étrangers, lui annonça le gardien des portes, et ils exigent de voir le grand Oz. »« Entrez, dit le soldat, et je lui porterai votre message. » Alors ils franchirent les portes du palais et furent conduits dans une grande salle aux meubles verts sertis d'émeraude, dont le sol était recouvert d'un tapis vert. Le soldat leur fit essuyer les pieds sur un paillasson vert avant d'entrer dans la salle, et quand ils furent assis, il leur dit poliment: « Veuillez vous installer confortablement pendant que je vais à la porte de la salle du trône prévenir Oz de votre venue. » Ils attendirent longtemps le retour du soldat. Quand il reparut enfin, Dorothée questionna: « Avez-vous vu Oz ?»« Oh non, répliqua le soldat, je ne l'ai jamais vu. Mais je lui ai parlé derrière son paravent et je lui ai transmis votre message. Il a dit qu'il vous accorderait une audience si c'est ce que vous désirez. Mais chacun d'entre vous doit se présenter seul devant lui, et il n'en recevra qu'un par jour. Ainsi, comme vous devrez rester plusieurs jours au palais, je vais vous mener à vos chambres où vous pourrez vous reposer à votre aise de vos fatigues, de votre voyage. »« Merci, répondit la petite fille, c'est très gentil de sa part. » Puis le soldat souffla dans un sifflet vert, et aussitôt une jeune fille, vêtue d'une jolie robe verte de soie, entra dans la salle. Elle avait de beaux cheveux verts et des yeux verts, et elle s'inclina très bas devant Dorothée en disant « Suivez-moi, je vais vous montrer votre chambre. » Alors Dorothée souhaita bonne nuit à tous ses amis, à l'exception de Toto, et prenant le chien dans ses bras, elle suivit la jeune fille verte. Elles empruntèrent 7 couloirs et 3 volets de marche jusqu'à une chambre qui se trouvait sur l'avant du palais. C'était la plus charmante petite chambre au monde, avec un lit moelleux paré de draps de soie verte et d'un édredon de velours vert. Le milieu de la pièce était occupé par une minuscule fontaine d'où jaillissait un petit jet de parfum vert qui retombait dans un bassin de marbre vert magnifiquement sculpté. Un superbe bouquet de fleurs vertes ornait la fenêtre et une étagère portait une rangée de petits livres verts. Quand Dorothée eut le temps de les ouvrir, elle s'aperçut qu'ils renfermaient une foule de drôles d'images vertes et rit tellement elle les trouva amusantes. Une armoire contenait une quantité de robes vertes, les unes en soie, d'autres en satin, d'autres encore en velours, et toutes lui allaient parfaitement. « Faites comme chez vous, dit la fille verte, et si vous désirez quoi que ce soit, appuyez sur la sonnette. Oz enverra quelqu'un vous chercher demain matin. » Elle laissa Dorothée seule et retourna s'occuper des autres. Elle les conduisit eux aussi dans leur chambre, et chacun fut logé dans une partie agréable du palais. Bien sûr, cette attention était parfaitement inutile pour l'épouvantail, car lorsqu'il se retrouva seul dans sa chambre, il resta bêtement debout au même endroit près de la porte pour y attendre le matin. Se coucher ne lui permettait pas de se reposer, et il ne pouvait pas fermer les yeux. Alors il passa toute la nuit à regarder une petite araignée qui tissait sa toile dans un coin de la chambre, exactement comme s'il ne s'était pas trouvé dans l'une des plus merveilleuses chambres au monde. Le bûcheron en fer blanc s'allongea sur son lit par habitude, car il se souvenait du temps où il était fait de chair. Mais il ne pouvait pas dormir,
et passa la nuit à remuer ses articulations pour s'assurer qu'elles étaient toujours en bon état de marche. Le lion aurait préféré un lit d'herbes sèches dans la forêt, et il n'aimait pas être enfermé dans une chambre, mais il était trop raisonnable pour se laisser perturber par ce détail. Il bondit sur le lit où il s'enroula comme un chat, se mit à ronronner et s'endormit en 1 minute. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, la servante verte vint chercher Dorothée et lui fit revêtir l'une des plus belles robes en satin vert brodé de fils d'or et d'argent. Dorothée mit un tablier de soie verte et noua un ruban vert autour du cou de Toto, et ils partirent pour la salle du trône du grand Oz. D'abord, ils traversèrent un grand hall, occupé par une foule de dames et des messieurs de la cour, tous richement vêtus. Ces gens n'avaient rien d'autre à faire que de parler entre eux, mais ils venaient quand même tous les matins attendre devant la salle du trône, bien qu'ils ne fussent jamais autorisés à voir Oz. Quand Dorothée fit son entrée, ils la dévisagèrent avec curiosité, et l'un d'eux lui chuchota. « Allez-vous vraiment voir le visage d'Oz le terrible ?»« Bien sûr, dit la petite fille, s'il accepte de me voir. »« Oh, il vous verra, affirma le soldat qui avait porté son message au magicien, même s'il n'aime pas que les gens demandent à le voir. Au début même, il était en colère, et il m'a dit que je devais vous renvoyer d'où vous veniez. Puis il m'a demandé de quoi vous aviez l'air, et quand je lui ai parlé de vos souliers d'argent, il s'est montré très intéressé. Enfin, je lui ai parlé de la marque sur votre front, et il a décidé qu'il vous admettrait en sa présence. » À cet instant, une sonnette retentit, et la jeune fille en vert annonça à Dorothée. « C'est le signal. Vous devez entrer seule dans la salle du trône. » Elle ouvrit une petite porte, et Dorothée, l'ayant franchie hardiment, se retrouva dans un endroit extraordinaire. C'était une vaste salle ronde et voûtée, dont le haut plafond, le sol et les murs étaient recouverts de grosses émeraudes disposées en rangs serrés. Ruisselant du centre du plafond, une lumière aussi vive que celle du soleil faisait resplendir les émeraudes d'un merveilleux éclat. Mais ce qui intéressa le plus Dorothée, ce fut le grand trône de marbre vert qui se dressait au milieu de la salle. Il avait la forme d'une chaise et scintillait de pierres précieuses, comme tout le reste. Au milieu de la chaise se tenait une énorme tête, sans corps pour la soutenir, ni bras, ni jambes, ni rien d'autre. Cette tête était dépourvue de cheveux, mais elle était dotée d'yeux, d'un nez et d'une bouche, et elle était bien plus grosse que la tête du plus grand des géants. Comme Dorothée gardait le regard fixé dessus, rempli de crainte et d'étonnement, les yeux se tournèrent lentement vers elle et la dévisagèrent posément et intensément. Puis la bouche remua, et Dorothée entendit une voix qui disait « Je suis Oz, le grand et le terrible. Qui es-tu? Et que me veux-tu » La voix n'était pas aussi terrible qu'elle l'aurait imaginé, sortant de cette tête géante. Alors elle prit courage et répondit « Je suis Dorothée, la petite et la douce. Je suis venue vous demander votre aide. » Les yeux la regardèrent pensivement pendant une bonne minute, puis la voix reprit. « D'où te viennent ces souliers d'argent ?»« Ils me viennent de la vilaine sorcière de l'Est, quand ma maison l'a tuée en tombant sur elle, » répliqua-t-elle. « D'où te vient cette marque sur ton front ?» poursuivit la voix. « Du baiser que m'a donné la gentille sorcière du Nord pour me dire au revoir. C'est elle qui m'a conseillé de venir vous voir, précisa Dorothée. » À nouveau, les yeux lui jetèrent un regard pénétrant et virent qu'elle disait la vérité. Puis Oz demanda « Que désires-tu que je fasse ?»« Renvoyez-moi au Kansas, où vivaient tante M et oncle Henri, l'implora-t-elle. Votre pays est magnifique, mais je ne l'aime pas, et je suis sûre que tante M va terriblement s'inquiéter que je sois partie si longtemps. » Les yeux clignèrent 3 fois, puis ils se levèrent vers le plafond, s'abaissèrent vers le sol et se mirent à tourner d'une manière si étrange qu'ils semblaient voir en même temps dans tous les coins de la pièce. Enfin, ils revinrent se poser sur Dorothée. « Pourquoi ferais-je cela pour toi ?» questionna Oz. « Parce que vous êtes fort et que je suis faible, parce que vous êtes un grand magicien et que je ne suis qu'une petite fille sans défense. »« Mais tu as été assez forte pour tuer la vilaine sorcière de l'Est, » fit remarquer Oz. « Ça s'est trouvé comme ça, » répondit simplement Dorothée. « Je n'y suis pour rien. »« Bon, » dit la tête, « je vais te donner ma réponse. Tu n'es pas en droit de me demander de te renvoyer au Kansas, à moins de faire quelque chose pour moi en échange. Dans ce pays, chacun doit payer tout ce qu'il obtient. Si tu désires que j'use de mes pouvoirs magiques pour te faire rentrer chez toi, tu dois d'abord faire quelque chose pour moi. Aide-moi et je t'aiderai. »
Que dois-je faire interrogea la fillette. Tuer la vilaine sorcière de l'Ouest, répondit Ose. Mais je ne peux pas, s'exclama Dorothée extrêmement surprise. Tu as tué la sorcière de l'Est, et tu portes les souliers d'argent qui sont dotés d'un puissant sortilège. Il ne reste plus maintenant qu'une seule vilaine sorcière dans tout le pays, et quand tu pourras m'annoncer sa mort, je te renverrai au Kansas, mais pas avant. Dorothée fut tellement déçue qu'elle se mit à pleurer, et les yeux clignèrent à nouveau et la regardèrent avec insistance, comme si le grand Ose sentait qu'elle pouvait l'aider pour peu qu'elle le veuille bien. « Je n'ai jamais tué personne volontairement, sanglota-t-elle, et même si je le voulais, comment pourrais-je tuer la vilaine sorcière? Si vous, qui êtes le grand et terrible Ose, vous ne pouvez pas le faire vous-même, comment voulez-vous que je le fasse ?» « Je ne sais pas, dit la tête, mais telle est ma réponse. Et tant que la vilaine sorcière ne sera pas morte, tu ne reverras pas ton oncle et ta tante. Souviens-toi que la sorcière est méchante, épouvantablement méchante, et qu'elle mérite d'être tuée. Maintenant, va, et n'essaie pas de me revoir tant que ta tâche ne sera pas accomplie. » Très affligée, Dorothée quitta la salle du trône et retourna là où le lion, l'épouvantail et le bûcheron en fer-blanc attendaient d'apprendre ce que Ose lui avait dit. « Il n'y a pas d'espoir pour moi, fit-elle tristement, car Ose ne me renverra pas chez moi tant que je n'aurai pas tué la vilaine sorcière de l'Ouest. Et c'est quelque chose que je ne pourrai jamais faire. » Ses amis se désolèrent, mais il n'était pas en leur pouvoir de l'aider. Alors elle alla dans sa chambre, s'allongea sur son lit et s'endormit en pleurant. Le lendemain matin, le soldat aux moustaches vertes vint voir l'épouvantail et lui dit « Venez avec moi, car Ose vous envoie chercher. » L'épouvantail le suivit et fut admis dans la grande salle du trône, où il vit assis sur le trône d'émeraude une dame d'une extrême beauté. Elle était vêtue de mousseline de soie verte et portait sur le flot de ses boucles vertes une couronne de pierres précieuses. De ses épaules partaient des ailes, d'une couleur extraordinaire, et si légères qu'elles palpitaient au moindre souffle d'air. Quand l'épouvantail se fut incliné devant cette magnifique créature, aussi gracieusement que lui permettait son rembourrage de paille, elle le regarda avec douceur et déclara « Je suis Ose, le grand et le terrible. Qui es-tu et que me veux-tu » Or, l'épouvantail, qui s'était attendu à voir la tête géante que Dorothée lui avait décrite, restait frappé de stupeur, mais il rassembla son courage pour répondre. « Je ne suis qu'un épouvantail bourré de paille, c'est pourquoi je n'ai pas de cervelle, et je viens vous prier de remplacer la paille de ma tête par de la cervelle, pour que je puisse devenir un homme, comme tous ceux qui vivent dans votre domaine. »« Pourquoi ferais-je cela pour toi ?» interrogea la dame. « Parce que vous êtes sage et puissante, et que personne d'autre ne peut m'aider, répondit l'épouvantail. Je n'accorde jamais de faveur sans contrepartie, dit Ose. Mais je te fais cette promesse. Si tu tues pour moi la vilaine sorcière de l'Ouest, je t'accorderai beaucoup de cervelle, et de si bonne qualité que tu seras l'homme le plus sage de tout le pays d'Ose. »« Mais je croyais que vous aviez demandé à Dorothée de tuer la sorcière, s'exclama l'épouvantail tout surpris. En effet, peu m'importe qui la tue, mais tant qu'elle ne sera pas morte, je ne t'accorderai pas ton souhait. Maintenant va, et ne cherche pas à me revoir avant d'avoir mérité la cervelle que tu désires si fort. » Très abattu, l'épouvantail retourna auprès de ses amis et leur répéta les paroles d'Ose. Et Dorothée fut bien étonnée de découvrir que le grand magicien n'était pas une tête comme elle l'avait vu, mais une belle dame. En tout cas, remarqua l'épouvantail, elle aurait besoin d'un cœur tout autant que le bûcheron en fer blanc. Le lendemain matin, le soldat aux moustaches vertes vint voir le bûcheron en fer blanc et lui dit « Ose vous envoie chercher, suivez-moi. » Alors le bûcheron en fer blanc le suivit et arriva dans la grande salle du trône. Il ne savait pas s'il allait trouver Ose sous la forme d'une belle dame ou d'une tête, mais il espérait que ce serait la belle dame. Car, songeait-il, si c'est la tête, je suis certain qu'elle ne me donnera pas de cœur, puisqu'une tête n'a pas de cœur, et ne peut donc pas avoir de compassion pour moi. Alors si c'est une belle dame, je la supplierai de me donner un cœur, car on dit de toutes les dames qu'elles ont bon cœur. Mais en entrant dans la grande salle du trône, le bûcheron ne vit ni la tête ni la dame, car Ose avait pris la forme d'une bête féroce. Elle était presque aussi grosse qu'un éléphant, et le trône vert paraissait à peine assez solide pour soutenir son poids. La bête avait une tête semblable à celle d'un rhinocéros, si ce n'est qu'elle avait 5 yeux,
De son corps partaient 5 longs bras, ainsi que 5 longues jambes minces. Elle était entièrement couverte d'un épais pelage laineux, et c'était le monstre le plus horrible qu'on puisse imaginer. Heureusement que le bûcheron en fer-blanc n'avait pas de cœur à ce moment-là, car il se serait mis à battre vite et fort sous l'effet de la terreur. Mais n'étant qu'en fer-blanc, le bûcheron n'eut pas peur du tout, bien qu'il fût très déçu. « Je suis Ose, le grand et le terrible, » dit la bête d'une voix qui n'était qu'un rugissement. « Qui es-tu? Que me veux-tu » ? « Je suis un bûcheron et je suis en fer-blanc. C'est pourquoi je n'ai pas de cœur et ne peux aimer. Je vous prie de me donner un cœur pour que je puisse être comme les autres hommes. »« Pourquoi ferais-je cela ?» s'enquit la bête. « Parce que je vous le demande et parce que vous seul pouvez m'accorder cette requête, » rétorqua le bûcheron. Ose répondit par un grognement sourd avant d'ajouter d'un ton bourru. « Si tu veux vraiment un cœur, tu dois le gagner. » « Comment ?» questionna le bûcheron. « En aidant Dorothée à tuer la vilaine sorcière de l'Ouest, » répliqua la bête. « Quand la sorcière sera morte, reviens me voir et je te donnerai alors le cœur le plus gros, le meilleur, le plus aimant de tout le pays d'Oz. » C'est ainsi que le bûcheron en fer-blanc, plein de tristesse, fut contraint d'aller retrouver ses amis pour leur parler de la bête féroce qu'il avait vue. Tous furent très étonnés du nombre de formes que le magicien était capable d'emprunter, et le lion déclara « S'il prend la forme d'une bête lorsque j'irai le voir, je rugirai de toutes mes forces, et je l'effraierai au point qu'il m'accordera tout ce que je demanderai. Et s'il prend la forme de la belle dame, je ferai semblant de bondir sur elle, et ainsi je l'obligerai à obéir à mes ordres. Et s'il a la forme de la tête géante, il sera à ma merci, car je la ferai rouler dans toute la salle jusqu'à ce qu'il me promette de nous donner tout ce que nous désirons. Alors réjouissez-vous, mes amis, car tout ira bien. » Le lendemain matin, le soldat aux moustaches vertes conduisit le lion à la grande salle du trône et lui ordonna de se présenter à Oz. Aussitôt, le lion franchit la porte et, regardant autour de lui, fut tout surpris de découvrir devant le trône une boule de feu si vive et si brillante qu'il pouvait à peine supporter de poser les yeux dessus. Sa première pensée fut qu'Oz avait pris feu par accident et qu'il se consumait. Mais quand il voulut s'approcher, il sentit une chaleur si intense qu'elle lui roussit les moustaches et qu'il retourna en rampant près de la porte. Alors, une voix basse, calme, s'éleva de la boule de feu, et voici les mots qu'elle prononça. « Je suis Oz, le grand et le terrible. Qui es-tu et que me veux-tu » Et le lion répondit. « Je suis un lion poltron qui a peur de tout. Je suis venu pour vous prier de me donner du courage, pour que je puisse devenir pour de bon le roi des animaux, ainsi que m'appellent les hommes. » « Pourquoi devrais-je te donner du courage ?» questionna Oz. « Parce que de tous les magiciens, vous êtes le plus grand, et le seul qui ait le pouvoir de m'accorder ma requête, » répondit le lion. Pendant un moment, la boule de feu brûla furieusement, puis la voix reprit. « Apporte-moi la preuve que la vilaine sorcière de l'Ouest est morte, et à ce moment-là, je te donnerai du courage. Mais tant qu'elle vivra, tu devras rester un poltron. » Ce discours mit le lion en colère. Mais il n'avait rien à répondre, et tandis qu'il fixait en silence la boule de feu, sa chaleur se fit si intense qu'il tourna les talons et fila hors de la salle. Il fut content de retrouver ses amis qui l'attendaient, et leur fit part de son terrible entretien avec le magicien. « Qu'allons-nous faire maintenant » demanda tristement Dorothée. « Nous n'avons qu'une chose à faire, » rétorqua le lion. « C'est d'aller au pays des papillotins, à la recherche de la sorcière de l'Ouest, et de l'anéantir. » « Mais si nous n'y arrivons pas, » dit la petite fille, « alors je n'aurai jamais de courage, dit le lion. Et je n'aurai jamais de cervelle, dit l'épouvantail. Et je n'aurai jamais de cœur, dit le bûcheron fer-blanc. Et je ne reverrai jamais tante Em et oncle Henri, dit Dorothée en se mettant à pleurer. Faites attention, s'écria la jeune fille verte, les larmes vont tomber sur votre robe de soie verte et l'abîmer. Alors Dorothée s'essuya les yeux et décréta. Je suppose que nous devons essayer. Mais ce qui est certain, c'est que je ne veux tuer personne, même pour revoir tante Em. Je viendrai avec vous, mais je suis trop poltron pour tuer la sorcière, avertit le lion. J'irai aussi, annonça l'épouvantail, mais je ne vous servirai pas à grand-chose, je suis trop stupide. Je n'ai pas le cœur de faire du mal, même à une sorcière, remarqua le bûcheron fer-blanc. Mais si vous y allez, je viens avec vous. C'est ainsi qu'ils décidèrent d'entreprendre leur voyage le lendemain matin, et le bûcheron en fer-blanc aiguisa sa hache sur une meule verte et fit huiler toutes ses articulations comme il convenait.
L'épouvantail se rembourra de paille fraîche, et Dorothée remit de la peinture sur ses yeux pour qu'il voie mieux. La jeune fille verte, qui était très gentille avec eux, remplit le panier de Dorothée de bonnes choses à manger et attacha une petite clochette au cou de Toto avec un ruban vert. Ils allèrent se coucher de très bonne heure et dormirent profondément jusqu'au lever du jour, où ils furent réveillés par le chant d'un coq vert qui vivait dans la cour du palais et par le caquettement d'une poule